Bienvenue Caroline, Guillaume, Nicolas et Gaël dans cette première table ronde de l'événement Smart RH Village francophone dédiée au sujet du management à distance, du travail, de l'ère du travail hybride et de la manière dont tout cela a changé notre quotidien. Donc merci Gaël d'avoir accepté d'animer cette table ronde. Donc je te laisse la parole avec notre panel d'invités prestigieux. Encore merci pour le partage de vos expériences et à tout à l'heure. Merci beaucoup Anne. Eh bien, effectivement, bonjour, bienvenue à tout le monde à cette table ronde qui s'appelle l'expérience collaborateur à l'ère du travail hybride. Alors, je suis Gaël Châtelain-Berry. J'ai eu le grand plaisir d'avoir été sollicité par la coordinatrice Smart RH Village francophone, alors qui s'est un peu cachée avec ses vidéos, qui s'appelle Anne Cloteau. Donc, merci beaucoup pour que j'anime cette table ronde. Alors, oh, on la voit, merci Anne. Je veux vraiment vous mettre en avant, vous êtes le panel d'invités. Allez, je vous laisse, à tout à l'heure. Alors, nous allons passer 1 heure ensemble, 40 minutes qui vont être consacrées à un échange avec nos intervenants que je ne vais pas tarder à vous présenter. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas parler pendant 1 heure. Et après, pendant 20 minutes, ils répondront à toutes vos questions. Alors, je vous engage à regarder sur la droite de votre écran sur YouTube. Il y a une fenêtre de chat et vous pouvez tout à fait poser vos questions. Et nous en sélectionnerons un certain nombre et nos intervenants se feront un plaisir d'y répondre. Alors, il est vrai qu'actuellement, tout est en train de bouger et que de plus en plus d'entreprises sont en train de réaliser que la période que nous vivons est très loin d'être une simple parenthèse qui bientôt va nous ramener vers un monde d'avant que l'on connaissait, mais bien au contraire une phase de transition vers un monde nouveau, et que cette période pour beaucoup d'entreprises a été un véritable accélérateur de beaucoup de transformations. Alors je suis ravi d'animer cette table ronde parce que nous avons 3 types d'intervenants extrêmement différents en termes d'environnement. Je ne parle pas de leur personnalité, bien entendu, parce que j'imagine que vous êtes un tantinet différents tous les 3. Nous avons, en tout premier, donc c'est mon acte de galanterie de la journée, Caroline. Nous avons Caroline Garnier, qui est DRH de SAP France. Bonjour, Caroline. Alors, Caroline, nous ne vous entendons pas, je crois. Et là, vous m'entendez ? Formidablement bien. Ah, bonjour à tous. Nous avons également Guillaume Aubin, qui est directeur adjoint de la transformation de la région Île-de-France. Bonjour, Guillaume. Bonjour à tous. Ah, tout marche, la vidéo, le son, c'est extraordinaire. Et enfin, last but not least, comme on dit. Oui, alors, il paraît qu'on est au CES, donc je montre que je parle un petit peu anglais, ça fait toujours classe. Nicolas Bontemps, qui est DRH du Crédit Agricole Île-de-France. Bonjour, Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous avons le plaisir d'avoir dans cette table ronde donc, une représentante du monde de la tech, en la personne de Caroline, quelqu'un du service public, et un représentant de ce que certaines mauvaises langues appelleraient, désolé Nicolas, l'ancien monde. Mais ce n'est pas mon cas, je vous assure. Moi, je ne fais jamais de mauvais esprit, je vous l'assure. D'habitude, c'est me concernant qu'on dit ça. Malgré tout, Nicolas, c'est à vous que je vais m'adresser en premier. Est-ce que, selon vous, traverser cette crise a été, d'un point de vue organisation RH, plus complexe à traverser dans un milieu comme le milieu bancaire, qui est réputé malgré tout être assez classique, assez standard? Est-ce que ça a été plus compliqué ou finalement, pas tant que ça? En fait, ce qui était compliqué, ce n'était pas la technique, en fait. Et finalement, l'envie et l'obligation qu'on avait de faire passer une partie du travail à distance, c'était plus de trouver le bon équilibre pour ne pas perdre notre âme, si je puis dire. À un moment donné, nous, on est toujours dans la surveillance du syndrome de l'agence bancaire fantôme. Et donc, si on veut continuer à exister par rapport aux néobanques, par rapport aux banques en ligne, ce qu'on apporte, nous, en plus de l'accès à nos services en digital, c'est l'humain. Donc, comment dans une crise comme cela, où on a l'obligation de prévention qui fait que beaucoup de collaborateurs, le maximum de collaborateurs doivent travailler depuis chez eux, ne doivent pas sortir de chez eux, comment on fait pour ne pas perdre notre âme et faire en sorte que les clients, quand même, qui ont envie de temps en temps d'accéder à nos services en physique, il y en avait peu, et quand même l'impression d'avoir ce service-là. Voilà, c'était ça le gros enjeu. Comment faire en sorte, il n'était pas tant technique que de bien ajuster entre prévention du risque et réalité du service de la banque de proximité, c'est-à-dire permettre aux clients d'avoir des vrais gens en face d'eux. D'accord. Et vous, Caroline, vous qui travaillez dans la tech, intuitivement, je me dis que ça a dû être super facile de passer cette crise d'un point de vue RH, parce qu'en termes d'organisation, il n'y avait pas grand-chose à changer, si?
c'est vrai que ça a été relativement facile dans la mesure où on a déjà l'habitude de travailler en télétravail pour partie. On a aussi des équipes qui sont managées de l'étranger ou qui managent des équipes partout dans le monde, et ce qui fait qu'effectivement, on a déjà beaucoup de conférences téléphoniques, de choses très virtuelles et tous les outils qui vont bien. On est dans la tech, donc on a évidemment les PC et tout ce qui va bien. Donc, on a switché effectivement très rapidement en full télétravail au mois de mars, et on continue d'ailleurs depuis. Après, là où c'est plus challenging pour nous, alors on continue à aller chez des clients quand même, notamment ceux de la défense, voilà. Mais c'est de créer, je dirais, recréer le lien entre nos salariés, ce lien informel qu'on recherche un peu tous, et encore plus en ce moment, après plusieurs mois passés en confinement, parce que c'est un peu ça chez nous. Oui, finalement, qu'on soit dans la tech ou dans la banque, le lien est quelque chose dont on redécouvre. C'est ça qui est fou, c'est on a quand même redécouvert un truc de dingue. Et c'est vachement sympa de voir des gens. C'est quand même incroyable. Mais il y a quelque chose qui m'a vraiment intéressé pendant cette période. Et là, je vais m'adresser à vous, Guillaume. Oui, vous avez vu, c'est hyper bien organisé. C'est les uns après les autres. C'est un truc. Il y a du travail derrière. Ah, mais oh là là, mais des années de travail, mon cher Guillaume. Je parle beaucoup à des responsables de la transformation dans le public. Et c'est un truc qui est très paradoxal, parce que j'imagine que, je ne vais pas dire, allez, si je vais le dire, mais des patrons de la transformation dans le public qui sont limite contents d'avoir passé cette pandémie, parce qu'ils me disent, mais Gaël, c'est un truc de dingue. Les plans de transformation qu'on avait planifiés sur 3 ans, on a dû les faire en un mois avec des budgets qu'on n'aurait jamais imaginé avoir aussi rapidement. Est-ce que vous faites partie de ces patrons de la transformation, directeur adjoint de la transformation, je ne voudrais surtout pas que vous causez des problèmes, mais travaillant dans la transformation, est-ce que vous faites partie de ces gens qui finalement sont assez heureux? Alors, c'est difficile de répondre à cette question. Je sais. Non, alors nous, effectivement, à la région Île-de-France, on avait commencé notre transformation quelques années auparavant, ce qui fait que on n'a pas vécu la crise sanitaire comme le moment décisif pour mener notre transformation. Donc, je ne suis pas dans ce camp-là. Par contre, effectivement, j'ai un souvenir très précis environ au milieu du premier confinement, où on était en réunion d'équipe, à se dire à quel point c'était une chance incroyable pour nous ce qui se passait, puisqu'on avait un nombre de sollicitations internes qui explosait. Et à un moment, on s'est un peu tous regardés via Teams, on s'est un peu tous regardés en se disant, mais on est en train de dire qu'une crise sanitaire telle qu'on est en train de vivre, c'est une chance pour nous. Et on a éclaté de rire en se disant, mais on est complètement déconnectés, quoi, en fait. Là, Mais effectivement, tous les thèmes qu'on portait parfois un peu dans le désert pendant X mois auparavant, d'un coup, tout le monde se rendait compte qu'en fait, c'était indispensable. Et effectivement, il y a eu un vrai phénomène d'accélération de tout un tas de projets qu'on portait sur comment est-ce qu'on gère une équipe à distance, comment est-ce qu'on s'assure de la motivation des collaborateurs, comment est-ce qu'on définit des objectifs à distance en équipe, tout ce genre de choses. Et d'un coup, on avait effectivement une explosion du nombre de sollicitations. Donc, de ce point de vue-là, peut-être qu'on a dit à un moment que la crise pouvait être une chance. C'est possible que ça soit entendu. Avouez-le, Guillaume, vous êtes un homme heureux, en fait. Peut-être un peu la même question, quand même. Un peu la même question pour vous, Nicolas. Est-ce que cette crise n'a pas été un formidable accélérateur et a pointé du doigt quelque chose qui était une réalité avant la crise, parce que vous êtes quand même très en compétition avec des banques dématérialisées, et que finalement, beaucoup de directeurs d'agences ont découvert le télétravail, beaucoup de responsables de compte se sont dit « Ah, mais en fait, c'est vachement sympa d'être en relation à distance avec mes clients. » Est-ce que ça n'a pas été une opportunité? Parce que c'est vrai que c'est difficile intellectuellement de dire opportunité quand on parle d'une horreur comme cette pandémie, mais malgré tout, il n'y a pas que du mauvais dans la transformation RH. Oui, vous avez raison, un vrai accélérateur de transformation, je partage. Alors, porté par les clients, qui évidemment ont accru, toutes nos statistiques montrent que la consommation des usages digitaux par les clients s'est accrue de façon significative pendant la crise, et du coup, les collaborateurs se sont mieux acculturés à l'échange digital avec les clients, y compris récemment, on a mis en place l'entretien clientèle en visio. Voilà, c'est quelque chose de nouveau. Donc, beaucoup d'accélération sur le sujet. Moi, j'aimerais
insister sur une autre accélération. On était en transformation comme tout le monde depuis quelques années et nous, on avait fait le pari de dire qu'une partie de notre transformation digitale passerait par une bonne transformation managériale, la façon de changer ses pratiques de management. Et en matière d'empowerment, c'était un thème qu'on portait, c'est-à-dire voilà, la décision au bon niveau de décision et donc laisser les collaborateurs prendre des décisions. Ben, pour le coup, le phénomène travail à distance a véritablement accéléré ce mouvement-là. On ne peut pas faire autrement quand on a une équipe qui est totalement à distance que de se dire de toute façon, il faut que je les laisse tranquilles et il faut que je les laisse prendre leurs décisions. Et donc, on a ressenti une accélération sur la subsidiarité, sur l'empowerment des collaborateurs grâce à la crise sanitaire. Vous avez tellement raison, parce que je peux vous confirmer, moi qui passe ma vie à écrire et à parler avec des managers et à me battre depuis des années pour mon chouchou qui s'appelle le management par la bienveillance, je peux vous dire qu'effectivement, les managers n'ont plus le choix. Il faut qu'ils évoluent vers beaucoup plus d'autonomie donnée aux collaborateurs. Et que maintenant, oui. J'aime pas parler du manager 2.0 parce que ça fait tellement ringard, mais que voulez-vous, avec mon âge, je suis obligé d'assumer d'avoir des termes ringards. Mais c'est vrai que ça a accéléré beaucoup de transformations. Mais il y a aussi quelque chose qui est assez marquant. Alors, j'aimerais bien avoir votre opinion à tous les trois là-dessus. C'est vos trois entreprises. Alors, désolé, je sais que la région Île-de-France n'est pas une entreprise, puisque c'est un service public, mais on va dire entreprise, hein, on est entre nous. Il y a eu une véritable continuité dans votre activité, mais beaucoup d'entreprises ont constaté véritablement un engagement des collaborateurs et des collaboratrices beaucoup plus fort, supérieur à la normale et parfois peut-être trop important, puisqu'on a vu, je crois que le temps moyen des salariés de travail par jour a été de 48 minutes, ce qui fait quand même 4 heures en plus. Est-ce que vous, Caroline, chez SAP, ça a été le cas? Est-ce que vous avez constaté un engagement largement supérieur ou parce que justement, il y avait déjà cette habitude du travail à distance, fondamentalement, pas tellement? Alors, c'est difficile à quantifier parce qu'on a quand même une population de cadres, donc très autonome, effectivement, chez nous. Mais il est vrai que pendant notamment le premier confinement, on a laissé, comme vous le disiez, quand même pas mal d'autonomie à nos salariés en disant on sait qu'il y a les enfants à la maison, on a les conjoints ou alors on est seul, etc. On a vraiment invité les managers à faire preuve de bienveillance et ça du plus haut niveau de l'entreprise jusqu'au niveau local. Et ça a été vraiment appliqué en disant voilà, respectez vos collègues, laissez leur temps de déjeuner en famille s'ils sont en famille. En revanche, s'ils se connectent à 22 heures et qu'ils n'ont pas travaillé entre 15 heures et 18 heures, peu importe, on ne regarde absolument pas ça. Donc, l'engagement et le commitment vraiment a été au rendez-vous. Et en contrepartie, on a laissé beaucoup de flexibilité à nos collaborateurs de manière à ce qu'ils puissent à la fois jongler, je dirais, entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Ensuite, on a également essayé de les inviter vraiment à prendre du temps pour eux. Et dans ce cadre-là, on a un certain nombre de collaborateurs qui ont spontanément proposé des activités à leurs collègues, hein, que ce soit des activités sportives, des activités de mindfulness, parce qu'on a des salariés qui sont certifiés par SAP au niveau de la mindfulness. On a également des salariés qui sont certifiés coach en interne et donc qui ont mis à disposition des petites sessions de coaching en fait un peu rapides de manière à accompagner, à aider les gens à gérer aussi par exemple leurs priorités, etc. Et on a vraiment insisté sur le fait qu'il fallait que les gens prennent du temps pour eux pendant ces périodes-là. Donc on a mis aussi en place tout notre programme de qualité de vie au travail a été complètement digitalisé. Et on a vraiment invité les salariés à y participer de manière voilà, à vraiment pouvoir se déconnecter et à rassurer notre volonté et notre bienveillance là autour. On a lancé aussi une campagne hein, qui s'appelle Are You OK? Donc pour dire vous avez le droit de ne pas être bien voilà, en ce moment. Donc n'hésitez pas à le dire, c'est tout à fait voilà, permis et accepté. On est là pour vous aider. Et on avait lancé aussi une petite campagne qui s'appelait Stay Connected. Et l'idée, c'était que chaque salarié, finalement, s'assure que son voisin habituel de bureau
soit en pleine forme, parce qu'on s'est dit que c'est pas forcément à son manager qu'on a envie de dire que ça ne va pas. Voilà, donc on a lancé un certain nombre d'initiatives parce qu'effectivement, nos salariés étaient très engagés et comités et on voulait aussi qu'ils se déconnectent régulièrement. Alors, on reviendra un peu plus tard, si vous le voulez bien, Caroline, sur les initiatives des uns et des autres. J'aimerais qu'on reste sur l'engagement. Guillaume, chez vous, ça s'est passé comment l'engagement? Donc, à la région Île-de-France, je rappelle que vous êtes le directeur adjoint de la transformation de la région. Et je reprécise, avant que vous répondiez, pardon, que vous pouvez poser vos questions dans le chat sur YouTube. Alors, Guillaume, l'engagement, est-ce que vous avez constaté des évolutions ou des changements? Alors, nous concernant, on a eu une phase au début finalement du confinement, sachant qu'avant les périodes de crise sanitaire, il y avait eu la grève des transports aussi en Île-de-France. Donc, on avait une espèce de répétition générale finalement. On le savait. C'est vrai qu'on a été très, très gâtés sur la fin 2019-2020. Complètement. C'est chouette d'être à Paris. N'est-ce pas? Donc, on avait effectivement au début le côté un peu continuité, puisqu'on était déjà en télétravail à raison de 2 jours maximum par semaine à la région. Donc, quelque part, on passait en télétravail à 5 jours, mais on savait faire, on avait l'organisation, et donc on était sur la continuité. Et puis, c'est vrai qu'en fait, le fait d'être 5 jours en télétravail, plus effectivement la grande caractéristique de ce premier confinement qui était le fait que les écoles soient fermées, hein, donc la vie de famille aussi à gérer pour ceux qui étaient concernés par rapport à ça, ça a assez vite effectivement changé la donne. Et ce qu'on observait effectivement, nous, c'était plutôt l'excès d'engagement quelque part. Et donc, assez vite, on a eu exactement les mêmes constats que Caroline Garnier vient de faire sur effectivement l'augmentation du temps de connexion et puis des signes qui pouvaient aussi commencer à nous inquiéter sur le sommeil, la nutrition. Enfin, la fonction RH, je trouve, devient vraiment multitâche à partir de cette année. Mais je pense qu'on en reparlera un petit peu plus tard. Et après, nous, effectivement, en tant que collectivité, en tant qu'organisation territoriale sur la région Île-de-France, on a été confronté très vite à plusieurs problématiques. On verse par exemple beaucoup de subventions, nous, à la région Île-de-France, à des associations, à des entreprises, au secteur culturel, voilà. Et donc, d'un coup, on ne peut pas se permettre de dire, on va un petit peu avoir du retard, on va verser, parce que c'est là qu'ils avaient besoin de nous. Et donc, on se retrouvait à être peut-être la période où on était le plus attendu par notre public, au moment où nous, on avait une organisation du travail qui était compliquée. Et donc, c'est sûr que là, on a observé une vraie mobilisation de nos effectifs pour maintenir le niveau de mandatement, pour même être plus haut que ce qu'on fait d'habitude, parce qu'en face, on avait des bénéficiaires qui nous appelaient en nous disant « mais je ne peux pas me permettre d'avoir un souci de trésorerie parce que vu la situation, ça ne va pas être possible ». Et donc, on a été effectivement très fort là-dessus. On a également eu assez vite la question d'un plan de relance, puisqu'on a la partie notamment développement économique comme compétence au niveau régional. Et donc, on a monté un plan de relance de l'économie durant le premier confinement, qui a été voté au mois de mai, un peu plus d'1 milliard d'euros. Et pareil, un énorme engagement de nos collaborateurs, mais sans qu'on ait besoin de le dire, pour se mobiliser sur cette question-là. On a également assuré la distribution d'un peu plus de 30 millions de masques, gel hydroalcoolique, gants, etc., à une époque où c'était un vrai défi de le faire. Et pareil, on a une énorme mobilisation de nos collaborateurs pour assurer la logistique de ça, parfois même de personnes dont ce n'était pas du tout le métier, mais qui étaient volontaires pour ça. Et on a eu un engagement très, très fort là-dessus. Après, et deuxième confinement, c'est exactement le même sujet. Le retour de bâton, c'est qu'à partir de juin à peu près, la machine a commencé à s'affoler et on avait beaucoup plus d'inquiétudes, de risques psychosociaux, quoi. Bien sûr. Et c'est là où effectivement c'est très compliqué à gérer. Et vous, Nicolas, dans le milieu bancaire, quelles ont été les adaptations que vous avez dû faire en RH pour justement compenser ce dont parlait Caroline, et même d'ailleurs Guillaume dit exactement la même chose, sur un trop d'engagement qui parfois peut être dangereux. On n'a pas encore les chiffres, mais je suis prêt à parier. Je rappelle très souvent chiffres quand même, parce qu'on dit vivement le retour en arrière, mais avant la pandémie, quand même, on était numéro 2 mondial du burn-out avec 10% des salariés qui vont faire un burn-out. Donc, on ne peut pas dire qu'on est un peu le pays du bonheur, mais est-ce que justement, ça vous a poussé à réfléchir peut-être plus fort sur comment est-ce qu'on traite le trop d'engagement ou comment on traite le bien-être à distance? Alors oui, mais comme pour la région Île-de-France, dans un second temps.
parce que dans le premier temps, au cœur du confinement, hein, nous, on était les premières lignes, on avait 70% de nos collaborateurs qui étaient dans les agences bancaires. Hein, moi, j'ai un jeune conseiller qui m'a raconté que voilà, il prenait le métro tout seul, il prenait le RER tout seul, il était tout seul dans la rame de métro, et ensuite, il était tout seul dans la rue pour aller jusque dans son agence bancaire. Et il me disait, j'avais l'impression d'être un héros. Hein. Alors, pourquoi il le faisait? Parce que comme pour la région, il y avait la mise en place des soutiens aux entreprises, des soutiens aux personnes fragiles qui passaient par les banques, en fait. On avait des personnes âgées qui avaient besoin de leurs moyens de paiement, hein, ne serait-ce que cela. Et de toute façon, il était obligatoire pour nous de maintenir une présence physique. Donc, première phase, on a l'impression d'être des héros et finalement, le sujet de l'engagement et de l'attention portée au surcroît d'engagement ne se posait pas. Et exactement comme ce qu'a raconté Guillaume, c'est ensuite, hein, et notamment pour les personnes qui, pour le coup, on avait 30% à peu près de nos effectifs en travail à distance, qui étaient en soutien donc, des agences et pour lesquelles on a mis en place, alors, on s'est beaucoup appuyé sur les managers, hein, c'est-à-dire former les managers à repérer hein, les surcroîts de travail, les risques psychosociaux potentiels. Hein. Alors, ça passe par des choses qui vont paraître un peu simplistes, mais tout simplement, je ne sais plus l'expression de Caroline, mais comment ça va le matin, la rigueur dans les points individuels à mener avec chacun de ses collaborateurs tous les jours, tous les 2 jours, pour savoir s'ils vont bien, hein, pas seulement pour contrôler qu'ils font leur travail, non, d'abord pour savoir s'ils vont bien. Voilà, et donc ça a été hein, la mise en place de formations accélérées de l'ensemble de la chaîne managériale au management avec une organisation du travail distanciée, et qui passe non seulement par de la rigueur dans l'affectation des tâches et des missions, bien sûr, mais aussi de l'attention portée à l'autre, l'attention portée aux collaborateurs. Et puis, on a mis en place, un peu comme chez SAP, hein, des mécanismes permettant de se détendre à la maison. Donc, quand l'entreprise dit on a pris un abonnement à Wellness pour que vous puissiez faire un peu de sport chez vous ou un peu de yoga et ça sera gratuit pour tout le monde, ben, c'est aussi un signe que l'on donne. Hein, et également, quand on dit on a une ligne dédiée avec, avec des psychologues qui sont à votre disposition et en toute liberté, toute confidentialité pour parler avec vous si jamais vous avez des problèmes. Ce sont aussi évidemment des signes qui sont donnés aux collaborateurs pour dire faites attention à votre état physique et mental. En fait, on a tous été quand même très, très créatifs pour passer cette période et bravo au service des ressources humaines, parce que très honnêtement, je pense que les services des ressources humaines n'ont pas été suffisamment mis en avant comme héros de l'ombre. Parce que quand on parle de surengagement, je crois que les services de ressources humaines et les services de la transformation RH ont rarement été aussi sollicités dans un temps aussi court. Mais malgré tout, parce que là, vous nous décrivez tous les trois, pas un monde idéal, mais quand même, vous étiez tous au taquet et puis ça fonctionnait super bien. J'aimerais bien que tous les trois, vous me parliez d'une difficulté ou de la plus grande difficulté que vous avez rencontrée pendant cette période. Et là, désolé, la galanterie va jouer contre vous, Caroline, parce que c'est à vous que je vais poser la question en premier. Moi, je crois que c'est la plus grosse difficulté parmi nos salariés et les managers, c'est vraiment de recréer ce lien informel dont on parlait au début. Ces moments d'échange devant la machine à café qu'on ne retrouve pas quand on planifie des calls, etc. Et ça a été, et ça continue d'ailleurs, hein, parce que nous, on est toujours en complet télétravail, ce qui est le plus compliqué, c'est du coup sentir la dynamique d'équipe, maintenir ce lien informel. Alors pour ça, on a organisé des meetings entre managers afin qu'ils échangent sur leurs best practices notamment. On a mis en place par exemple des sortes d'after work, aussi des sortes de cafétérias virtuelles qui étaient donc ouvertes toute la journée et où les gens passaient, pouvaient échanger, etc. Alors ça marche plus ou moins bien en fonction des équipes et des habitudes aussi.
Voilà, nous, ce qu'on a pu constater. On a constaté aussi qu'en termes de communication, à un moment donné, tout le monde en avait un petit peu assez d'entendre parler du Covid et de comment on allait gérer cette période. Et on a fait le choix assez rapidement, pendant le premier confinement, et on continue, de diversifier un petit peu justement notre contenu de communication. Alors, on avait l'habitude de réunir nos salariés en amphi ou en grande messe, on va dire, par call. Et là, on a fait le choix, en fait, de diversifier aussi les thèmes. Donc, on a, par exemple, invité un certain nombre de startups. On travaille avec on a un accélérateur de startups au sein des SAP, donc ça fait vraiment partie de notre écosystème et on essaye de travailler avec plusieurs startups régulièrement. Et là, par exemple, c'est un exemple pour Noël, on a pendant la session, donc pour lancer, je dirais, le break de Noël, on a invité une startup qui s'appelle Artify, qui nous a fait une petite session autour de l'art, qui nous a présenté plusieurs tableaux, dont donc autour d'un fil conducteur chez nous qui était le développement durable, avec notamment des tableaux en intelligence artificielle, donc qui rejoint aussi un petit peu notre activité. On a fait après différentes conférences, que ce soit sur du business pur ou par exemple sur les salariés aidants avec une start-up là aussi. Voilà, on a essayé de diversifier un petit peu notre communication et on a constaté d'ailleurs avec plutôt, je dirais, bonheur, qu'on avait beaucoup plus de participation de nos collaborateurs que lorsqu'on les fait en face à face sur site. Donc il y avait, je pense, à la fois un besoin et puis peut-être un côté un petit peu pratique qui évite de se déplacer, etc., qui permet de se connecter assez facilement et de se déconnecter si besoin aussi assez facilement. Bien sûr. Alors, je reprends la même question, Guillaume, pour vous à la région Île-de-France, si vous deviez retenir une difficulté et comment vous avez fait pour brillamment dépasser cette difficulté. Donc, bien entendu, la réponse de Caroline sur le lien ne peut plus être prise. Mais évidemment. Et là, autant vous dire que Nicolas commence à se dire… C'est ça. En fait, c'était pas si mal de commencer. Moi, la plus grosse difficulté qui me vient en tête, c'est le retour sur site. Aussi bizarre que cela puisse paraître. Et je m'y attendais pas en plus. Nous, l'étape la plus compliquée presque, ça a été, je crois que ça devait être en juillet ou fin juin déjà, quand on a dit à nos collaborateurs, on va commencer à revenir en fait, on va reprendre. Et alors, on a eu un accueil, on va dire, mitigé. Alors, pas de tout le monde, hein, évidemment, mais certaines personnes qui ont dit, bon, ça ne me plaît pas spécialement, mais on va revenir, on va le faire. Et puis, beaucoup d'agents qui nous ont challengés en disant presque, mais pourquoi je dois revenir au bureau? On télétravaille très, très bien. Ça fait 2 mois qu'on nous explique que ça marche super bien, qu'on n'a jamais eu d'aussi bons résultats et qu'on est magnifique. Vu la situation, il faut mettre un masque dans le métro. Je crois même qu'à l'époque, il fallait avoir une attestation pour prendre les transports. Les lieux de convivialité sont soit fermés, soit très contraints. La partie cantine était toujours très compliquée. Et finalement, ça ne va rien m'apporter de revenir au bureau. Et là, on a été parfois un peu à court de réponses. Mais c'est très vrai, très honnêtement. C'est génial. Franchement, oui. Beaucoup de gens ont découvert le télétravail avec cette période et je donne juste un chiffre quand même pour bien l'avoir en tête. Avant la pandémie, il y avait un sondage qui montrait qu'entre 60 et 70% des salariés voulaient faire un peu de télétravail et il n'y avait que 16% des structures en France, 16% qui avaient des accords de télétravail. Maintenant, les sondages montrent que plus de 90% des salariés veulent faire du télétravail parce qu'ils se sont dit, et surtout en région parisienne, et comme vous l'avez si gentiment rappelé, mon cher Guillaume, quand on a connu le plaisir des grèves, le côté s'économiser parfois 2 heures de transport par jour, c'est pas mal, effectivement. Donc, je comprends. Alors, comment vous avez fait pour dépasser ça? Vous les avez forcés à venir au bureau avec des orties fraîches ou… De toute façon, très clairement, on les a un peu forcés. Effectivement, il n'y avait pas vraiment le choix. Il fallait revenir. Et donc, grosso modo, c'est rentré dans l'ordre. Maintenant, je ne me satisfais pas, moi, en tant que RH et surtout en tant qu'acteur de la transformation, de me dire… Bon, ils sont revenus entrer dans les pieds, mais ils sont revenus. Parce que maintenant, notre enjeu, effectivement, c'est aussi de les convaincre, finalement. Mais on a eu aussi, nous, une remise en question de se dire, finalement, ils ont un petit peu raison. Est-ce qu'on arrive à répondre à cette question
pourquoi je reviens au bureau? Quelle est la plus-value de ma présence au bureau? Et c'est sur ça qu'on travaille. Alors, je vous dirais bien que l'actualité a fait en sorte qu'on n'a pas eu à y travailler longtemps, puisqu'on a été reconfiné en octobre, si je ne dis pas de bêtises, et que voilà. Bon. Mais on a eu un énorme débat chez nous sur la possibilité d'avoir un 3e jour de télétravail, sachant que, juste pour précision, pour tous ceux qui nous regardent, dans la fonction publique, on est limité à 3 jours de télétravail. De manière légale, on ne peut pas aller au-delà. Donc, on a eu un gros débat sur le 3e jour de télétravail, auquel pour l'instant, on n'a pas donné suite, mais on sait qu'on va avoir le débat en 2021, mais qui est un peu un échappatoire, de se dire revenez parce qu'on vous donne plus de télétravail, type pernicieux. Et ensuite, on a actuellement un énorme chantier de réflexion sur comment je peux faire évoluer mon lieu de travail pour que je m'y rende en me disant je vais apprendre quelque chose, je vais vivre quelque chose, je vais avoir une expérience différente de ce que je fais en télétravail, parce que ça va être un lieu de socialisation, parce que ça va être un lieu d'apprentissage, parce que ça va être un lieu de convivialité, pourquoi pas, parce qu'en gros, je vais avoir une activité différente de ce que je peux faire en télétravail. Je trouve ça fou ce que vous dites, Guillaume, parce que faut le travailler. Penser à ça. En fait, un des défis des entreprises, ça va être de redevenir sexy dans leurs locaux pour que les gens aient envie d'arrêter le télétravail. Bien sûr. C'est fou. Bien sûr, je le crois totalement. Génial. Donc, d'un côté, moi, je trouve ça assez fascinant. Donc, maintenant, ça va être un sacré défi pour Nicolas de trouver sa grande difficulté et comment il l'a dépassée. Donc, j'ai envie de vous dire, Nicolas, bon courage. Merci. Alors, on a partagé les difficultés évoquées par Caroline et Guillaume, bien entendu. Sûr. Il y en a une supplémentaire. À travers mes propos, vous l'avez peut-être compris, nous, on avait des gens qui étaient 100% sur site et des gens qui étaient 100% en télétravail. Et il est né de cette situation un sentiment d'inéquité entre les populations. Et en gros, c'était un peu la première ligne, la seconde ligne, que fait la seconde ligne. Donc, ce qui nous a contraints à donner du sens, à travailler sur le sens et la communication. On a travaillé avec les équipes de communication interne sur le sujet pour mettre en scène les équipes qui étaient à distance, structurellement, elles pouvaient le faire dans leurs activités. Qu'est-ce qu'elles faisaient en soutien de ceux qui étaient en première ligne? Et pour vous donner un exemple, on avait effectivement des équipes RH, par exemple, qui étaient extrêmement mobilisées et à un certain moment, mon service médical, qui est composé de 2 personnes, il a été renforcé d'une 15aine de personnes des autres équipes RH qui ont lâché leurs tâches pour pouvoir s'occuper des appels des collaborateurs qui avaient des problématiques médicales à traiter. Alors, eux faisaient ça à distance, les équipes RH. On les a mis en scène en disant, vous voyez, pendant le confinement, quand vous êtes en première ligne, les équipes sont soit chez elles, mais elles sont très occupées, très mobilisées pour vous soutenir. Voilà comment on a travaillé sur le sujet, mais c'était pas évident. Je voudrais dire une chose en complément, c'est que j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Guillaume sur le sens des lieux de travail, parce que là aussi, on est sur une question de sens. C'est quel sens on va redonner au site physique pour les personnes qui ont la capacité à travailler 100% en télétravail, pour que justement, il n'y ait pas une forme d'absurdité dans l'idée de se dire mais pourquoi est-ce que je viens sur site si c'est pour me retrouver sur un plateau tout seul ou au milieu de gens qui sont chacun en train de travailler sur leur tâche. Une vraie question également. C'est vrai que ce que vous dites, Nicolas, est très, très juste. On se pose des questions qu'on ne se posait pas, au même titre qu'on a réappris à apprécier des choses qu'on prenait pour acquises, fondamentalement. Mais pour vous, Nicolas, quelle sera la trace la plus durable que va laisser cette période sur une organisation comme le Crédit Agricole Île-de-France? Vous voyez, c'est vous qui répondez le premier à la question pour cette fois. Wow. Je sais, c'est comme ça. Non, mais c'est organisation. Hein. Oui, c'est la transformation de l'organisation, enfin c'est l'accélération de la transformation de l'organisation du travail. Donc avec, nous on faisait partie, on avait un accord télétravail avant le début de la crise, mais on avait, 3-4% des effectifs qui étaient concernés. On va renégocier avec nos partenaires sociaux le sujet et on va passer à 20 à 30% des effectifs qui vont être concernés par la possibilité d'accéder au télétravail, avec tout ce que ça implique sur réfléchir les lieux physiques. Donc, voilà, pour moi, c'est vraiment… il y a un avant, un après en termes d'organisation du travail. On ne réfléchira plus de la même façon désormais sur le sujet.
ça a ouvert les chakras de tout le monde. C'était un vrai accélérateur en la matière. Alors, il y a une question de Benoît que je me permets de vous poser tout de suite. Une réponse brève parce que le temps tourne, mine de rien, et après, je poserai les questions, bien entendu, aux deux autres. Comment est-ce que vous allez décider du nombre de jours de télétravail à distance une fois le confinement fini et la pandémie derrière nous? C'est au doigt mouillé? Est-ce que c'est en fonction des postes? Comment ça se passe? Vous posez la question à qui, Guillaume? À Benoît. Pardon, pas Benoît, à Nicolas, pardon. À moi? Oui. Ah, écoutez, c'est pas facile. Franchement, c'est objectivement, c'est un exercice qu'on a fait et voilà, on essaie de bâtir un consensus. On a fait d'abord une enquête bottom-up. Voilà. On a fait une enquête bottom-up avec l'aide d'un consultant pour dire tiens, si on se projette dans le monde d'après, comment vous verriez les choses, donc auprès des collaborateurs. Et ensuite, on a fait une réflexion up, c'est-à-dire finalement par rapport à nos contraintes de performance, ce qu'on a pu expérimenter, qu'est-ce qu'à l'échelon de la direction on pense du sujet, et on a essayé de trouver une position intermédiaire. D'accord. Voilà. Alors, vous, Caroline, j'imagine que chez SAP, comme il y avait déjà une grande habitude du télétravail, finalement, il n'y aura pas de grande révolution chez vous. Quelle trace va laisser cette pandémie et ce passage-là, et cette crise chez SAP? Qu'est-ce qui va rester qui n'existait pas avant? Et nous aussi, on est quand même sur une réinvention de notre modèle d'organisation du travail, en fait, parce qu'effectivement, on avait déjà du télétravail ouvert quasiment à toute la population, mais avec un système de un jour fixe, un jour volant ou un volume de jours selon les métiers télétravaillables par an. Et en fait, on a senti lors du premier confinement qu'il y avait vraiment de nouvelles aspirations, de nouveaux besoins, de nouvelles attentes de nos collaborateurs. Et donc, on a décidé assez rapidement, au mois de juin, de lancer une réflexion. Alors là aussi, comme Nicolas, on a lancé une enquête auprès de l'ensemble de nos collaborateurs pour voir, on en fait régulièrement parce qu'on a la chance d'avoir un outil d'enquête intelligente au sein des SAP, donc à la fois qualitative et quantitative, qui a d'ailleurs été mis à disposition de toutes les entreprises gratuitement pendant le confinement. Donc, on utilise assez facilement ces systèmes d'enquête auprès de nos collaborateurs pour voir un petit peu quelles étaient les attentes futures en matière d'organisation du travail. Et on s'est réunis également avec nos partenaires sociaux pour voir avec eux si c'était le bon moment pour lancer cette réflexion, puisqu'on sentait qu'il y avait des attentes et si on prenait ce pari-là d'avancer sur le sujet maintenant, donc c'était au mois de juin, et c'est le pari qu'on a fait. Donc, on a repoussé un certain nombre de discussions avec nos partenaires sociaux pour privilégier celle-ci. Et on a fait, donc c'était pas une négociation, c'était vraiment un brainstorming qu'on a aussi fait en parallèle avec des startups RH qu'on accélère, avec nos early talent. On a aussi eu des retours de nos équipes. Et ce qu'il en est ressorti, c'est un projet alors, qui a l'état de pilote. Alors malheureusement, pilote, je dirais un petit peu stoppé du fait de la situation sanitaire actuelle, mais qui est un pilote autour de ce qu'on appelle le flex work chez nous. Et donc, qui est, en fait, notre volonté, c'est d'avoir un système qui est plus souple que le télétravail. Donc, ça veut dire qu'en fonction des métiers que l'on occupe et des besoins clients, etc., on peut tout à fait être une semaine complète en télétravail et une semaine sans télétravail ou un jour. Enfin, c'est vraiment très, très ouvert à tous. Donc, on peut travailler de n'importe où quand on veut, comme on veut. Alors, en France métropolitaine, pour des questions d'assurance notamment. Donc, c'est un système basé complètement sur la confiance, pour le coup. Donc, on a rédigé un certain nombre de principes, de chartes, etc. On a invité les équipes à discuter entre elles, parce qu'effectivement, on a des équipes très, très différentes. On en a qui travaillent déjà qu'à distance et d'autres plutôt en présentiel. Donc, pour voir comment s'organiser dans ce mode hybride, à quelle fréquence elles se retrouvaient. Donc, ça peut être très, très différent en fonction des équipes. Elles se retrouvaient physiquement. Et comme le disait Guillaume, là aussi, avec un objectif, quand on revient au bureau, finalement, c'est pour y faire quoi? Donc, avec l'identification de use case, c'est pour travailler ensemble sur un projet, c'est pour collaborer, c'est pour faire des workshops, c'est pour avoir un échange d'équipe, etc. Et donc, c'est tout ça qu'on a mis en place. Et donc, un pilote devait avoir lieu de septembre à décembre. Il a été un petit peu décalé, du coup. Eh oui, mais ça va arriver bien vite. Mais c'est intéressant parce que j'ai l'impression que toutes les organisations sont servies vraiment de cette période comme
un peu d'un laboratoire. Et justement, vous, Guillaume, à la région Île-de-France, que j'ai cru comprendre que quand même vous aviez été une des premières organisations à être vraiment en 100% télétravail très très vite au moment du confinement, du premier confinement. Donc vous avez été très réactif. Donc je vais être un peu méchant pour la question, Guillaume, je suis désolé. Au-delà du télétravail, oui. Un prof a toujours sa tête de turc et c'est vous. Oh, Non, mince. plaisanterie mise à part, Guillaume. Au-delà du télétravail, quelle trace ça va laisser à la région Île-de-France? Qu'est-ce qui va rester dans l'organisation? Qu'est-ce qui va rester dans les relations pour vous? Pour vous et surtout pour les collaborateurs et collaboratrices. Pour moi, ce qui va rester, effectivement, c'est que, comme vous l'avez dit, on a eu une expérimentation grandeur nature, un peu par l'absurde, de ce qu'on pouvait faire. D'un coup, nous, on avait des doutes sur est-ce qu'on peut faire ça à distance, comment on fait, est-ce que c'est possible. Bon, bah, d'un coup, on l'a fait 5 jours par semaine avec des enfants. Enfin, l'absurdité totale. Mais on a effectivement montré que plein de choses étaient possibles. Donc déjà, on va avoir plein de petites choses qui vont rester, où finalement, ça s'est très bien passé quand on était en télétravail à 100%, et on peut tout à fait continuer de le faire. Le grand débat qu'on avait, nous, à l'époque, à la région, sur est-ce qu'on peut signer les bons de commande en PDF, sans passer par une signature physique, etc. D'un coup, ça a été possible parce que de toute façon, on n'avait pas le choix. Et finalement, Oui, c'est ça. À partir on du va moment où on garder. n'a pas le choix, on est obligé de changer. Complètement. Et donc, bon, ça, c'est des micro-tâches. Je pense que chez nous, ce qui va rester le plus, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre lieu de travail. Parce que d'un coup, on se rend compte, on est en train de se rendre compte, et c'est très intéressant par rapport également au témoignage que vous avez fait, je vois qu'on se recoupe vraiment pleinement. On se rend compte qu'on a de la place. On se rend compte que l'étape qu'on avait de télétravail, on peut peut-être encore aller plus loin. On parlait du flex work juste avant avec Caroline Garnier. C'est un chantier que nous aussi, on est en train de mener. Alors, nous, on a des contraintes réglementaires qui nous imposent certaines choses, mais comment est-ce qu'effectivement on peut aller au-delà de j'ai 2 jours de télétravail par semaine et c'est comme ça? Est-ce qu'on peut faire différemment? On a fait également, comme Nicolas Bontemps en parlait, des enquêtes sur qu'est-ce que vous avez envie de vivre après? Voilà, donc on a des vraies tendances qui se dégagent principalement sur en fait une sorte de liberté d'organisation. Et je pense que ça, c'est quelque chose aussi qui va vraiment rester chez nous. Le côté faites-nous confiance, bien sûr, avec des managers, avec des objectifs. Personne n'a envie d'être dans la nature, et ça, on l'a bien montré aussi. Hein. Mais de dire, si moi, j'ai peut-être une semaine où je dois être en télétravail à 100% parce que je dois travailler sur une synthèse et que j'ai vraiment besoin de cette concentration-là, je le fais. Et en fait, il y a une autre semaine où, au contraire, j'ai plein de comités de pilotage et donc là, je préfère être en présentiel parce que je veux voir les gens. Laissez-moi faire, en fait. Et Cette nous, le période côté a ouvert laissez-moi beaucoup faire. de... Cette période, Exactement. a ouvert beaucoup de chakras, et notamment dans des domaines d'activité où on était un peu contraint, et pas que par le budget, parce que je constate que dans le service public, contrairement à ce que beaucoup de personnes dans le privé pensent, il y a un nombre d'initiatives, mais même avant la pandémie, pour être un spécialiste de la QVT, de ce genre de choses, beaucoup d'institutions publiques travaillent énormément. J'ai par exemple travaillé avec la région Île-de-France, il y a une question sur les séminaires, pas la région Île-de-France, la région Nord, qui ont organisé un séminaire de dingue pendant le confinement, mais de dingue, véritablement. Les initiatives ont été incroyables et très, très créatives, mais il y a une question que j'aimerais bien poser, et là, j'aime bien, les trois se disent à qui ça va tomber. Oula, mystère. Non, parce qu'on va passer à la partie questions-réponses, et là, c'est une question qui va s'adresser plus précisément à Nicolas, et vous allez comprendre pourquoi. C'est une question de Caroline qui demande comment accompagnez-vous la fracture numérique au sein de vos organisations. Et c'est vrai que j'ai constaté, je fais pas mal de formations de managers, et il y a des managers qui me disent, notamment un grand groupe, et il y en a un qui dit, mais moi j'ai un problème, je suis en Auvergne, j'ai pas le haut débit, et je passe pour une quiche dès qu'on fait des visios parce que j'ai une très mauvaise connexion et ça me dessert. Comment est-ce que vous gérez ça? Parce que vous avez des réseaux et j'imagine… Alors, vous êtes en Île-de-France, j'imagine que c'est assez… tout va bien, mais vous devez parler avec vos collègues. Comment est-ce qu'on gère cette fracture numérique dans des grands groupes? Alors, particularité du Crédit Agricole, on est régionalisé, si vous voulez. Le Crédit Agricole Île-de-France, on n'a pas la problématique. Pour autant, les sujets globalement, ce que j'ai compris de mes collègues qui officient dans des régions au centre, etc., c'est que ça a été une partie de leur sujet que d'accompagner leurs collaborateurs qui avaient des problématiques d'infrastructure. Et ça, mais à un moment donné, si vous êtes dans une vraie zone blanche, y compris où il n'y a pas la fibre, là, pour le coup, en fait, on a un phénomène potentiel d'exclusion d'un collaborateur. Ce sont quand même des cas très particuliers qui sur les
80 000 collaborateurs des caisses régionales de Crédit Agricole n'existe pas forcément beaucoup. En revanche, il y a l'usage, c'est-à-dire l'accompagnement aux outils des collaborateurs, qui est un… Alors, en tant que DRH, j'ai aussi les équipes de formation, bien entendu, dans ma responsabilité. Et je dois vous avouer que quand je regarde les plans de formation qu'on déploie sur une année, il y a quand même un gros paquet de tout cela qui est consacré tout simplement à l'appropriation des outils. Donc, je n'ai pas de recette miracle, si ce n'est l'effort réalisé au jour le jour par les équipes de formation et le recours au tutorat, qui est quand même très, très utile, et notamment le reverse tutorat, comme on dit, digital, à former, à accompagner les plus anciens. Donc, toutes ces méthodes-là qui sont connues aujourd'hui et qui sont assez largement déployées chez les spécialistes de la formation, nous, on les met en œuvre. Mais c'est un point d'attention que l'on a vis-à-vis de nos collaborateurs. Là où c'est le plus difficile, c'est chez nos clients. Tous les clients ont un compte bancaire, tous les clients ont besoin d'accéder à leur compte bancaire. Et pour le coup, en France, on a encore des progrès tous ensemble, toutes les entreprises et évidemment avec le secteur public, pour faire en sorte de lutter auprès des franciliens et des Français en général contre la fracture numérique. Parce que celle-là, pour le coup, elle est bien existante. Et au-delà de la fracture numérique, là, ça va être une question à vous trois. Ça sera le premier qui tire qui aura la parole. Au-delà de la fracture numérique, il y a quand même une grande problématique en termes de bien-être. Ça va être tous les salariés qui avaient des ordinateurs portables et qui s'arrachaient les yeux sur des écrans grands comme ça. Comment est-ce que vous avez… Alors déjà, est-ce que vous avez traité ce sujet? Est-ce que vous avez été hyper généreux et acheté des grands écrans à tout le monde? Est-ce que vous vous êtes occupé des fauteuils? Est-ce que vous êtes… Comment ça s'est passé? Donc là, je laisse la liberté à l'un des trois et je dis… Les deux garçons, si vous n'êtes pas galants, j'aurais honte pour vous. C'est dommage parce que j'allais prendre la parole, mais du coup, je la laisse à Allez-y, Caroline sans aucune Guillaume. hésitation. Allez, Guillaume, allez. Je ne peux pas passer pour ça. Allez-y, Guillaume, allez-y. Et je rajouterai moi un point. Donc, effectivement, on a ce problème d'équipement. Alors, nous, à la région, on a déjà une dotation mensuelle pour les gens qui étaient en télétravail habituellement. Sachant que sur le télétravail classique, nous, on partait aussi du principe que c'était une possibilité laissée à nos agents qui n'étaient pas obligés de saisir. C'était une sorte d'avantage qu'on pouvait leur donner. Et donc, que ceux qui la saisissaient avaient l'équipement pour le faire. Et qu'on n'avait pas forcément, effectivement, les doter en équipement pour cela. Alors là, on est dans une période totalement différente où le télétravail est imposé. Nous, pour l'instant, effectivement, on l'a traité à travers une prime. On a versé une prime à nos agents qui ont télétravaillé durant cette période pour notamment pouvoir couvrir un besoin en équipement, effectivement. Donc, pour l'instant, on l'a fait comme ça. Mais nous, ce qu'on a observé aussi, peut-être même plus que l'équipement et qui est un problème qui est plus durable aussi, c'est aussi la question du logement. C'est-à-dire que si on se dit c'est génial, on peut être en télétravail 5 jours par semaine, celui qui a le bel appartement avec un bureau pour ça, qui est bien installé, effectivement, il va être ravi. La personne, chez nous par exemple, c'était beaucoup de gens qui avaient entre 25 et 30 ans dans un petit appartement. En fait, ils n'avaient pas du tout envie d'être en télétravail 5 jours par semaine. Et le télétravail peut aussi être effectivement un accélérateur d'inégalité assez forte. Et ça, pour le coup, en Ile-de-France, c'est un problème qu'en plus, on a beaucoup, puisqu'il y a aussi une question de prix des logements qui est quand même existante. Donc, on a vraiment ces aspects-là aussi qui vont être à traiter. Ok, alors, Caroline, maintenant que Guillaume va vous laisser la parole. Effectivement, alors nous, on a le même principe, c'est que dans la mesure où le télétravail était ouvert déjà à la majorité de nos salariés, on partait du principe que s'ils télétravaillaient, ils étaient équipés. Alors, il est vrai que dans le contexte du télétravail forcé, on n'a pas mis en place d'équipement particulier. On a permis aux salariés qui le souhaitaient, quand c'était possible, de récupérer leurs écrans au bureau, en fait. On ne l'a pas permis sur les sièges parce que c'est quand même assez compliqué à gérer. Nous, on a un site où il y a quand même 1500 personnes, par exemple, sur le même site. Donc après, pour revenir sur le site, il n'y a plus de chaises, donc c'est compliqué. Donc on l'a pas. Mais c'est un sujet de discussion chez nous et au niveau du groupe d'ailleurs, parce qu'on a eu la même politique dans tout le groupe. Donc nous aussi, on a une prime forfaitaire pour les salariés qui étaient en télétravail, mensuelle. Mais qui, voilà, c'est à ce stade-là,
on n'a pas encore, je dirais, tout à fait géré le problème, et on a aussi le problème des logements aussi en région parisienne, où les gens n'ont pas forcément la place pour avoir un bureau, un écran, une chaise, etc. C'est pour ça que je suis content quand Nicolas nous parlait de la formation qu'il y a eu pour les managers, pour que les managers comprennent aussi que dans leurs équipes, on n'a pas la même disponibilité, on ne vit pas le confinement de la même manière et le télétravail de la même manière, et c'est important de faire preuve d'un minimum d'empathie. Il y a des managers qui ont découvert ce mot, l'empathie, et c'est vrai que c'est absolument fondamental. Et vous, Nicolas, dans la banque, ça s'est passé comment? Vous avez acheté des crédits à qui mieux mieux pour acheter des ordinateurs, des chaises et des équipements de fou? Non, alors d'abord, au Crédit Agricole, les collaborateurs sont... Alors, Nicolas, excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que vous pourriez vous rapprocher de votre box parce que la connexion est vraiment pas bonne là pour l'instant. Pour accéder au système. Allô, allô? Oui, vous m'entendez? On vous a récupéré. Bon, super, j'ai dû avoir une petite interruption. Oui. Alors, pour les caisses régionales de Crédit Agricole, les collaborateurs sont équipés d'ordinateurs portables, en fait. Donc, y compris quand ils sont en agence, y compris quand ils sont dans les sièges. Donc, ils se déplacent avec. Nous, on a fait le choix d'équiper en masse, au moment du premier confinement, en grand écran. En fait, un grand écran, ça ne coûte pas si cher. C'est ce que j'ai découvert. Je n'étais pas un spécialiste. Et donc, on a permis aux collaborateurs de venir on a fait des points de distribution et on a distribué 1000 grands écrans pour qu'ils puissent se travailler dans de bonnes conditions. En échange de quoi, ils n'ont pas de prime pour rejoindre ce qui a été dit à l'instant. D'accord. Alors, il nous reste 10 minutes tous les quatre. J'aimerais bien poser une même question à tous les trois et que vous répondiez donc dans un format maximum de 3 minutes, sinon vous serez punis. Et là, désolé Guillaume, je vais commencer par Caroline. Qu'est-ce que, en tant que personnel RH, vous retiendrez, vous, à titre personnel, du changement du rôle des RH sur le long terme? Est-ce que vous êtes… Je vais vous dire, moi, le regard que j'ai vu de l'extérieur, mais j'aimerais bien avoir votre regard, j'ai le sentiment que cette pandémie a permis de revenir à l'essence de ce que sont les RH, c'est-à-dire gérer les humains. Alors qu'on est peut-être depuis les années 80, donc des temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais on est passé malheureusement par un stade où les RH étaient une fonction très technique, on s'occupait du juridique, on s'occupait des salaires, on avait un peu oublié l'humain, et j'ai le sentiment qu'il y a eu cette transformation. Quelle est votre vision là-dessus, Caroline? Alors, je suis assez d'accord, même si pour moi, la fonction RH, ça a toujours été tourné sur l'humain. Donc, du coup, effectivement, nous, on a la chance au sein des SAP, d'un point de vue RH, d'avoir des outils plutôt performants, avec de l'intelligence artificielle, etc. Et c'est déjà finalement des outils qui nous permettent de nous consacrer plus à nos salariés qu'à faire du reporting et autres. Donc, et vous aviez déjà une grosse démarche QVT avant la pandémie, si je ne me trompe pas. Exactement, on avait une grosse démarche QVT avant la pandémie. Effectivement, nos outils nous permettent, nous consacrer effectivement pleinement, enfin, en tout cas au maximum, je dirais, à nos salariés. Quand on design des plans, on les fait généralement avec eux. Donc, on fait des ateliers de design thinking, etc. L'idée, ce n'est pas de travailler tout seul dans notre coin et de mettre en place des programmes qui finalement ne font plaisir qu'à nous-mêmes. Donc, c'est vraiment de répondre aux attentes de nos collaborateurs. Donc ça n'a pas changé. Après, je pense que effectivement, peut-être qu'il y a quand même un besoin de sens, effectivement, comme le disait Nicolas tout à l'heure, qui est encore plus prégnant auprès de nos salariés et qui va faire qu'on va peut-être travailler encore plus sur donner du sens à la mission, donner du sens quand on vient sur site, etc. Et peut-être se concentrer un petit peu plus sur ce point-là encore. C'est vrai que la question du sens revient énormément et c'est vrai que c'est une problématique complexe. Et je vais poser la question à Nicolas sur l'évolution du rôle RH, mais sur le sens, je vais vous raconter une toute petite anecdote. C'est avec ma banque, alors ce n'est pas le Crédit Agricole, où je parlais avec un directeur d'agence qui me disait « J'en ai marre, ma personne à l'accueil ne sourit jamais aux clients qui arrivent. » Je dis « Mais est-ce que vous lui avez expliqué le sens de sa mission ?» Il fait « Le quoi ?» Je dis c'est la personne qui représente la banque. C'est peut-être la personne la plus importante de l'agence, la personne qui accueille le client. Et la notion du sens revient beaucoup, beaucoup depuis le premier confinement. Vous, Nicolas, qu'est-ce que vous retiendrez de
comme évolution dans votre rôle RH? Alors d'abord, ça me rassure après ce que vous avez dit que votre banque ne soit pas le Crédit Agricole. Et sinon, en fait, au Crédit Agricole, la fonction RH commençait d'ores et déjà à être perçue comme une fonction stratégique dans la transformation. Parce qu'il y a besoin du sens, parce qu'il y a besoin de l'humain. Surtout quand vous dites que votre seule différence par rapport à une banque en ligne, c'est l'humain, justement. Et encore une fois, la crise a été un accélérateur de cela. C'est-à-dire que, comme à un moment donné, l'organisation du travail était le point crucial, comme à un moment donné, donner du sens à tout ce qu'on a dit était un point crucial, finalement, toutes les différentes directions opérationnelles se retournaient vers nous en disant « Est-ce que tu peux nous aider là-dedans ? Comment on va faire pour s'organiser ? Comment on va faire pour donner du sens à tout cela ? Comment on va faire pour déployer des dispositifs qui permettent d'aider les collaborateurs à se détendre, etc. etc. » Et je trouve que ce mouvement fonction RH stratégique dans la transformation, il a été accéléré, une fois encore, par la crise sanitaire. D'accord. Et Guillaume, on va finir par vous. Non, pourquoi est-ce que j'ai choisi de finir par vous? Parce que je suis très perturbé par votre métier, Guillaume. Très perturbé. Mais non, c'est vrai, votre métier, c'était de transformer des structures. Et finalement, vous ne faites que votre métier. Et Dieu sait si les patrons de la transformation, je trouve ça absolument fondamental et je trouve ça génial. Et on voit beaucoup plus de patrons de la transformation dans le public que dans le privé. Je tiens à le signaler pour toutes les personnes qui auraient une vision du public un peu arrière-gardiste. Donc, bravo. Mais finalement, est-ce qu'il y a quelque chose qui, dans votre métier, là je parle vraiment pas RH, mais peut-être plus transformation, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Qu'est-ce qui va rester de façon durable dans votre métier? Oui, elle n'est pas méchante, ma question. Non, effectivement. Mais je ne m'attendais pas à une question méchante venant de vous. Dire, moi, pour commencer, ma banque, pour le coup, moi, c'est le Crédit Agricole et les personnes à l'accueil de mon agence sont très charmants, très souriants. Je tenais à le dire. Voilà. Fayot, vous êtes en train de demander un crédit, avouez. Ça va venir. On se verra après le meeting. Alors, moi, j'ai vraiment le sentiment de deux choses sur ce qui va rester. Et déjà, par rapport à ce que vous disiez au début, on a toujours effectivement la question de dire que les RH, le cœur de métier, malgré tout, ça reste de verser des salaires. Hein, et nous, il y a la gestion de la carrière aussi dans le public. Et autant c'est vrai qu'on s'aperçoit que c'est vraiment pas que ça, les RH, et ça, c'est évident. Autant on s'aperçoit aussi que dès qu'on est dans une situation de crise, le premier réflexe, c'est de se dire « Ok, déjà, il faut sécuriser ça. Si je n'ai pas sécurisé le versement des salaires et l'avancement des carrières et le suivi, etc., je ne continue pas. » Donc déjà, il y a ce point-là qui effectivement remet aussi au cœur ce travail de l'ombre, parce que pour le coup, c'est des gens qu'on ne voit pas souvent, qui ne sont pas forcément connus de nos agents et que je tiens aussi vraiment à saluer ici parce qu'ils ont été formidables pendant toute la période et c'est l'indicateur, quoi. Tous les mois, je reçois mon salaire finalement. Et ensuite, j'ai l'impression que je n'ai pas grand-chose qui va changer forcément, parce que j'ai l'impression que ça fait des années qu'on faisait ça et qu'on va continuer de le faire. Par contre, chose très importante chez nous, maintenant, tout le monde en a conscience. Tout le monde le sait, tout le monde l'a vu. Et on a peut-être vraiment réalisé l'importance des questions de QVT, des questions de transformation. Aujourd'hui, tout le monde s'est rendu compte chez nous pendant la crise que c'était bien qu'on ait fait le télétravail il y a 3 ans, parce qu'en fait, quand la crise allait arriver, on était prêts. Et donc, peut-être qu'effectivement, ce qui va rester, c'est aussi de me dire, la crise de demain, c'est quoi ? C'est quoi finalement qui va nous venir et sur quoi je dois être en avance pour être à l'heure au moment où ça va arriver. C'est déjà ce qu'on faisait, mais là maintenant, tout le monde est convaincu qu'il faut continuer ça et qu'effectivement, les chantiers de transformation, ils sont ouverts et qu'ils sont là. Et ça, j'arrive pas encore à voir parce que la crise, elle n'est pas finie, très clairement. Donc, j'arrive pas encore à voir comment ça va se passer, mais je sais qu'on a un nombre incroyable de chantiers devant nous qui sont incroyables à vivre. Et la fonction RH, elle a vraiment un avenir là-dessus. C'est hyper intéressant ce que vous dites parce que finalement, c'est vrai qu'on a pris conscience, aussi bizarre que cela puisse paraître, parce qu'à titre personnel, on a bien conscience que l'état dans lequel on est aujourd'hui, on peut très bien être mort demain. Oui, ça, c'est la petite touche gaieté en fin de table ronde. Mais justement, le côté rien n'est forcément figé permet à des fonctions telles que la vôtre d'avoir peut-être plus de moyens. Et au-delà des moyens, parce que ce n'est pas qu'une question d'argent, et c'est là où, encore une fois, je vais flatter le service public, on peut s'occuper de QVT sans nécessairement avoir des millions. Et le service public le fait très bien, très honnêtement. Ça serait mieux si vous aviez plein de budget. Mais ce côté être toujours en alerte, se dire il faut peut-être être en mouvement,
Je trouve ça plutôt pas mal. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, il nous reste 2 minutes, exactement 2 minutes. Et comme si jamais je ne tiens pas le délai, Anne Cloto va me taper. Je vais vous demander, je vais vous proposer un petit exercice. Et là, la galanterie va être terrible parce que ce n'est pas forcément un exercice qui est simple. Si vous deviez choisir un mot, un seul, pour définir cette crise, ça serait quoi? Résilience. Résilience, ok, très joli mot, je l'adore. Et c'est vrai que c'est un mot qu'on a beaucoup utilisé, mais je Adapté. suis fan. Donc, vous l'avez choisi. Donc, bien entendu, Nicolas, vous n'avez pas le droit de le choisir. Et ça, c'est moche, je sais. Accélération. Ok, effectivement, c'est ce mot. On peut dire que le 17 mars 2020 a été quand même une sorte de… On est passé de pas de transformation tranquille des modes managériaux, relationnels, compagnie, à aller, hop, en F1. Et mon cher Guillaume, le dernier mot sera donc pour vous. Donc, vous n'avez pas le droit à résilience, vous n'avez pas le droit à accélération. Que choisissez-vous? Apprenante. Apprenante. Je trouve qu'on a appris énormément de choses pendant cette période. Mais écoutez, très honnêtement, gardons ces 3 mots en tête. Ils ne sont pas chouettes, ces 3 mots, franchement. On apprend, on est résilient et on accélère. Moi, je trouve que c'est plein d'optimisme et c'est ça que moi, je retiendrai de cette période. Et quand j'entends parler, avant d'être un saltimbanque et d'écrire des bouquins intellectuels comme Mon boss est nul, mais je le soigne. Allez, je vais faire un petit peu de pub. Je vous conseille mon dernier livre sorti, Le bien-être au travail pour les nuls. Un chef-d'œuvre. Non, mais je trouve qu'au final, on est dans un beau pays où, comme vous le rappeliez, Guillaume, les salaires sont payés, où on a quand même une sécurité sociale qui tourne, on est bien. Et c'est très rassurant d'avoir 3 personnalités comme vous, où en entreprise, on se dit il y a des gens qui sont conscients de tout ça, qui essaient d'envoyer des messages positifs. Donc, merci à vous 3 d'avoir participé à cette table ronde. Je vais rendre la parole, je crois, à Anne, si je ne m'abuse. Avec plaisir. Comme je suis un peu perdu, tu vois, il est 17h30. Parfait. Oh, mince, je viens de te tutoyer en ligne. Merci Caroline, merci Nicolas, merci Guillaume, merci Gaël pour ce partage. Vous parlez de personnalité Gaël, moi j'ai envie de saluer votre générosité.